pour ce webinaire organisé par la CASA de Bretagne. Il est destiné. Vas-y. Donc bonjour à tous. Donc merci d'être présent à ce webinaire organisé par la CASA de Bretagne. Donc il est destiné à vous éclairer sur ce qu'est très concrètement un dossier d'installation. Alors vos interlocuteurs seront moi-même. Donc je m'appelle Jean-François Lagnurien. Donc je suis ingénieur conseil à la CASA de Bretagne. Et mon collègue Guy Lebert va aussi intervenir pour vous présenter ce qu'est le dossier d'installation. Et donc, se trouve également avec nous Rachel Lefrémont qui va jouer le rôle de modératrice et qui sera présente pour animer le chat que vous avez sur le côté. Alors, nous essaierons de répondre à vos questions sur le chat au fur et à mesure de vos sollicitations. Et nous resterons bien sûr connectés après le webinaire pour continuer à répondre à vos sollicitations et essayer d'apporter des réponses. Alors, juste quelques astuces pour bien faire fonctionner cette séance. Le bouton de chat et le bouton de sondage se trouvent à droite de votre écran. Des questions vous seront posées tout à l'heure pour vous permettront de répondre au questionnaire. Et puis pour une meilleure réception, donc il sera préférable que vous soyez connecté en filaire si vous ne l'avez pas encore fait, donc il est peut-être encore temps. Et si votre écran se fige à un moment, ça vaut la peine de rafraîchir votre écran en appuyant sur la touche F5. C'est une petite technique qui vous permettra peut-être de mieux suivre ce webinaire si à certains moments vous avez des petits soucis techniques. Alors, juste pour information, vous recevrez le lien pour le replay de ce webinaire ainsi que des liens avec des bibliographies pertinentes traitant du dossier d'installation après ce webinaire. Et puis, en fin de webinaire, on vous transmettra, on fera un dernier sondage qui sera un sondage traitant de la satisfaction. Et nous vous remercions de répondre par avance à ce webinaire, à ce chat, à ce sondage pour mieux appréhender la suite de cette présentation. Alors, notre motivation à organiser ce webinaire, elle s'appuie sur 3 points. Le premier, c'est un constat que nous avions fait dans le passé, qui était que seulement 17% des entreprises travaillant le bois disposaient d'un dossier d'installation. Je pense qu'aujourd'hui, des progrès ont peut-être été faits, mais il reste encore du travail à faire. L'autre point, c'est que tous les ans, en Bretagne, 6 personnes sont victimes de cancers professionnels liés aux poussières de bois. Donc là, c'est vraiment l'assureur qui parle et aussi notre souhait de travailler sur la réduction des maladies professionnelles. Et puis un autre point qui touche là vraiment des fois les entreprises très très fortement, c'est que en Bretagne en particulier, au moins un établissement travaillant le bois est victime d'un sinistre dont l'origine se trouve dans les installations de captage, des installations de filtration ou de stockage des poussières de bois. Donc ces sinistres sont des incendies ou des explosions. Voilà. Alors, je vous propose dès maintenant de répondre au sondage qui vous est proposé sur votre état des lieux en matière de dossier d'installation. Et je passe dès à présent la parole à Guy Lebert, donc qui pourra se présenter et continuer ce webinaire. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, Guy Lebert, je suis responsable du CIMPO. Le CIMPO, c'est le Centre interrégional de mesures physiques de l'Ouest, qui est basé à Rennes, à la CARSA de Bretagne, et qui intervient sur les problématiques de nuisances physiques et les problématiques de ventilation, en appui technique des collègues des CARSAT Bretagne, Pays de la Loire et puis de la CGSS de l'île de la Réunion. Alors, le sujet du jour, donc, c'est le dossier d'installation, et puis avec comme ambition de réussir à maintenir et de bien surveiller une installation de ventilation pour maintenir ses performances dans le temps. Alors, mon intervention donc sera on commencera par aborder en fait le contexte dans lequel on est amené à constituer un dossier d'installation, avec un rappel réglementaire que j'essaierai de faire assez court pour ne pas vous ennuyer avec ces considérations administratives. Et on essaiera justement ensuite de voir de quoi est constitué un dossier d'installation, et on essaiera d'illustrer les choses au mieux avant de conclure. Donc, alors, en termes de ventilation, toute entreprise a une installation de ventilation, et pour peu qu'elle ait, on va dire,
qu'elle emploie des produits chimiques, quels qu'ils soient, la ventilation est souvent nécessaire. Alors, dans la démarche de prévention du risque chimique, on va chercher à substituer les polluants par des produits moins dangereux ou essayer de travailler en vase clos, mais souvent on est dans l'incapacité de traiter le problème avec ces deux approches. Donc on a souvent la nécessité de mettre en place une installation de ventilation. Et pour mettre en place cette installation de ventilation, on va déjà s'intéresser à identifier les points d'émission. On va mettre en place des dispositifs de captage à ces points d'émission en cherchant à réduire au maximum le débit d'aspiration parce qu'un débit important, ça coûte cher non seulement sur l'installation à l'achat, mais aussi à l'entretien, notamment lié aux aspects, on va dire, d'économie d'énergie. Sur la base de ce premier travail, on va élaborer un cahier des charges, on va essayer de bien définir le besoin. Donc l'entreprise va définir le besoin pour élaborer son cahier des charges. Elle va s'appuyer sur des informations techniques et aussi bien analyser son besoin en termes de dispositifs et de points de captage qui vont être ventilés simultanément. Une fois qu'elle a constitué son cahier des charges, on va consulter des entreprises spécialisées, des fournisseurs, qui vont faire des propositions. Il va falloir analyser les devis, vérifier que les devis répondent bien aux exigences qui sont dans les cahiers des charges, en tout cas que les exigences sont bien reprises par le devis. Et une fois que l'entreprise aura été sélectionnée, elle va réaliser l'installation et c'est à ce moment-là que va intervenir la notion de dossier d'installation, parce qu'il va falloir faire une réception de l'installation, donc vérifier par un examen visuel et par de la mesure, vérifier que l'installation répond bien aux exigences qui s'appliquent à elle. Euh, un aspect qui est important, c'est que l'installation peut être très performante à sa mise en service, mais si la maintenance de cette installation n'est pas assurée de façon, on va dire, sérieuse, ben, l'installation va se dégrader au fil du temps et la protection des opérateurs ne va pas être pérenne. Donc, les notions de vérification périodique pour vérifier le maintien des performances et la notion d'entretien sont des moyens qui permettent de maîtriser les expositions des opérateurs. Donc, il faut vraiment voir ça comme en finalité, hein, c'est de maîtriser l'exposition des opérateurs et dans le temps. Donc, ceci étant dit, on va s'intéresser un peu à ce que dit la réglementation. Alors, une réglementation qui n'est pas récente, hein, qui date des années 80, qui fixe des obligations au chef d'établissement. Elle lui demande de constituer un dossier technique. On va voir un peu plus loin qu'est-ce qu'il y a dans ce dossier technique. Cette réglementation lui demande d'entretenir l'installation de ventilation, hein, par rapport à ce problème de vieillissement, à gérer les problématiques de vieillissement, d'usure, de casse de matériel. Et elle demande de contrôler chaque année l'installation par de la mesure, par de la métrologie aérolique essentiellement. Donc ça, c'est quelque chose qui est essentiel. Et la réglementation demande aussi de tracer, hein, d'enregistrer les résultats des mesures et de vérifier, de pouvoir tracer dans le temps que les opérations de maintenance ont bien été réalisées chaque année ou à des fréquences même plus importantes. Donc, si on regarde de plus près de quoi est constitué le dossier d'installation, on va avoir un verbage, on va dire, un réglementaire qui est un peu complexe, mais que je ne vais pas détailler dans le détail ici parce que c'est pas important. En fait, l'objectif, c'est pas de vous donner, vous former à la réglementation dans le détail, c'est plutôt bien la comprendre et en voir l'esprit. Donc, le dossier est constitué d'une notice d'instruction qui est établie par le maître d'ouvrage, mais sur la base des éléments qui sont communiqués par l'installateur. Donc, c'est l'installateur qui va décrire les installations. On va voir un peu plus dans le détail comment. Le dossier des valeurs de référence, donc c'est un dossier avec les mesures de l'installation à l'état initial, à sa mise en service. Et sur la base de ces éléments, le chef d'établissement, donc l'utilisateur de l'installation, va établir une consigne d'utilisation. Il va donc avoir un document qui va définir quelles sont les dispositions qui sont prises pour maintenir pour assainir l'air au poste de travail. Il va établir un document qui va permettre de savoir quelles sont les opérations de maintenance, à quelle fréquence doivent-elles être réalisées, par qui elles sont réalisées, et puis les mesures à prendre en cas de panne et sur la base des informations, bien sûr, qui sont communiquées par le concepteur de l'installation, donc le fournisseur. Donc les objectifs, hein, ils sont simples, hein, c'est de bien connaître, le chef d'établissement doit bien connaître
de quoi est constituée son installation, comment elle fonctionne, quel est son principe de fonctionnement, et assurer ensuite un suivi, un contrôle périodique et donc réaliser des opérations de maintenance. Donc c'est vraiment les éléments qui sont essentiels qu'on doit retrouver dans le dossier d'installation. Donc, si on rentre un peu plus dans le détail, bah déjà, il va falloir que l'entreprise définisse les polluants qui sont générés au poste de travail et de façon à ce que l'installateur puisse, on va dire, savoir dimensionner son installation en fonction des polluants qui sont à traiter. Alors, sur cette diapo plutôt, en orange pour moi, je pense que ça l'est aussi pour vous. Les éléments qui sont écrits en orange sont les éléments qui sont fournis classiquement par l'installateur, mais qui doivent être inclus dans le dossier d'installation constitué par le chef d'établissement. Donc le descriptif de l'installation et son principe de fonctionnement sont des éléments essentiels qu'on ne retrouve pas forcément, qu'on va des fois voir dans un devis, mais pas forcément dans un dossier d'installation. Et ça, c'est un élément important. On doit décrire de quoi est constituée l'installation. Et pour que cette description soit vraiment très concrètement visualisable par les utilisateurs, il est intéressant d'avoir un schéma simplifié. On a souvent des plans d'installation qui sont très complexes, qui sont nécessaires, mais le schéma simplifié est un élément qui nous paraît important pour que tout à chacun, même un non spécialiste de la ventilation, puisse comprendre comment fonctionne l'installation. Ensuite, on aura une liste des machines, et les listes des machines, c'est une expression du besoin de l'entreprise, de l'utilisateur. C'est quelles machines vont être raccordées au réseau. Donc ça, c'est un élément important. Et ensuite, les instructions donc les instructions fournies, les instructions données par le fabricant d'installation en cas de panne et de dysfonctionnement. Donc ça, c'est un élément important parce que ça fait partie de la maintenance de l'installation. On la maintient et on doit réparer quand il y a des pannes ou des dysfonctionnements. Et puis, on doit avoir un recueil des opérations de maintenance, les opérations de nettoyage, d'entretien divers, toutes les interventions qui ont lieu sur l'installation, une installation de surveillance, donc un contrôle visuel fait partie des opérations à réaliser et elles doivent être tracées. Le chef d'établissement doit, dans son cahier des charges, bien sûr, décrire la liste des machines qui vont être aspirées, qui vont être captées, mais il doit aussi décrire les conditions de fonctionnement de l'installation, à la limite des conditions nominales, maximale et minimale de fonctionnement de l'installation, de façon à ce que le fournisseur puisse interpréter ces données pour pour proposer la solution technique la plus adaptée à la problématique de l'entreprise. Donc, c'est vraiment au chef d'établissement de définir les conditions représentatives de fonctionnement de l'installation. Et une fois que l'installation va être réalisée, on va avoir les valeurs de référence. Donc, ce sont les résultats des mesures aéroliques qui sont collectés, qui sont donc mesurés en des points bien précis à la mise en service. Donc, on doit avoir ce document, c'est le document, on va dire, le plus important du dossier de l'installation. Alors, on va y trouver donc les résultats des mesures aéroliques à l'instant initial, à la réception, donc les valeurs de référence, mais on va y trouver aussi dans ce dossier d'installation des mesures aéroliques périodiques, donc mesurées chaque année. Ensuite, on va y voir des documents techniques, des constituants de l'installation, donc des différents composants de l'installation avec des éclatés, des plans, de façon à ce que l'entreprise puisse remplacer des pièces d'usure, en cas de casse également. On doit y trouver aussi des certificats de conformité ATEX si le polluant traité est inflammable ou explosif. Donc, par exemple, les poussières de bois, on doit avoir des certificats de conformité ATEX pour une installation de captage des poussières de bois. On doit avoir les schémas électriques, parce qu'en fait, on a des pannes électriques, donc il faut que l'électricien puisse s'appuyer sur des schémas électriques pour pouvoir s'y retrouver et identifier assez facilement les causes et les solutions à apporter. Et on doit avoir des modes opératoires de maintenance qui sont donnés, qui sont décrits par l'installateur. Alors, si le contrôle aérolique périodique est réalisé par une personne compétente de l'entreprise, et pour des installations, on va dire, assez conséquentes, c'est intéressant, c'est sur le plan économique. Et donc, dans ce cas-là, il faut définir un mode opératoire de contrôle aérolique pour que la personne, on va dire, compétente puisse, on va dire, sur lequel la personne compétente pourra s'appuyer. Donc,
un élément en OTA qui est essentiel également, les valeurs de référence. Donc, ce sont les valeurs à la mise en service de l'installation. Mais dès lors que l'installation va être modifiée, même avec des modifications mineures, on va remplacer une machine par une autre, il est important de réactualiser les valeurs de référence. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Donc tout ça pour dire que le dossier de l'installation doit vivre au fil de l'évolution de l'installation. Remplacement de machines, remplacement de ventilateurs, changement de dépoussiéreur, voilà. On aura toute modification, on va dire, structurelle sur le réseau de captage doit s'accompagner de nouvelles valeurs de référence. Diapo suivante, on va voir quelles sont les valeurs de référence. Alors, ce sont des paramètres physiques qui sont mesurés en des emplacements bien précis de l'installation. Dans toutes les branches du réseau de l'installation, on doit avoir une mesure, mais aussi dans le collecteur principal et souvent au niveau du dépoussiéreur également. Donc, on va mesurer des vitesses d'air au point d'émission, quand c'est possible, des vitesses d'air en conduit. Donc, les vitesses d'air en conduit donnent la vitesse d'air de transport du polluant dans les conduits, des pressions statiques en conduit, des débits d'air et des pertes de charge. Alors, une perte de charge, c'est une différence de pression aux bornes d'un élément qui est résistif, qui va offrir une résistance au passage de l'air. Donc, par exemple, la perte de charge d'un filtre est une donnée intéressante pour voir si le filtre soit est trop encrassé, soit présente, on va dire, une fuite du fait d'un défaut de montage ou d'une déchirure, par exemple. Ensuite, on va s'intéresser, et ça c'est à voir avec aussi avec le fournisseur, sur les contrôles périodiques. Alors, réglementairement, les contrôles périodiques sont à réaliser tous les ans. Donc, il s'agit de faire un examen de l'état des composants, donc un examen visuel déjà, et ensuite de mesurer les performances aéroliques dans des conditions bien spécifiées et à des emplacements bien spécifiés, et reproduire chaque année les mesures à ces mêmes emplacements dans les mêmes conditions. L'intérêt, c'est de voir si l'installation a dérivé dans le temps, si ses performances ont bougé. En général, ça va plutôt à la diminution des performances. Donc, si on ne fait pas les mesures dans les mêmes conditions d'une année sur l'autre, on ne va pas pouvoir comparer, on ne va pas pouvoir identifier la perte de performance. Alors, quand on a une installation avec recyclage de l'air, donc réintroduction de l'air après filtration dans les locaux de travail, il y a une obligation réglementaire de faire un contrôle tous les 6 mois. Alors, c'est une obligation réglementaire qui demande de vérifier que les dispositifs de surveillance en continu de la qualité de l'air pour les polluants qui sont traités fonctionnent bien. Et il y a une mesure qui doit être faite par un organisme de contrôle de la concentration en polluants dans le conduit de recyclage. Donc, ça doit être fait tous les 6 mois. C'est quelque chose de très contraignant, de coûteux. Donc, le recyclage est souvent fortement déconseillé, d'autant plus que si les polluants ne sont pas totalement maîtrisés. En fait, on doit être capable de surveiller en continu la qualité de l'air sur l'ensemble des polluants. Donc, c'est quelque chose qui est dans certains cas impossible. Prenons l'exemple des fumées de soudage, c'est impossible. Sur les poussières de bois, c'est possible, mais sur les fumées de soudage, c'est impossible. Donc voilà. Donc, nous déconseillons le recyclage de l'air pour ces raisons. Alors, je vous parlais tout à l'heure du schéma de principe de l'installation. Là, on a un schéma, c'est un schéma très, très théorique, mais qui explique le fonctionnement. Donc, vous avez en fait l'atelier qui est symbolisé par le rectangle principal en partie basse, avec on a deux réseaux d'aspiration qui vont euh, envoyer les deux réseaux de conduits raccordés aux machines, qui vont envoyer les poussières dans un dépoussiéreur, et les poussières récupérées en partie inférieure du dépoussiéreur sont envoyées par un ventilateur vers une benne ATEX, parce que là on est sur une installation de captage des poussières de bois dans le cas présent, donc une benne ATEX qui va stocker les poussières qui seront filtrées au niveau du dépoussiéreur. Donc on a un schéma on voit bien le schéma de principe, avec un réseau avec 3 machines qui sont raccordées et qui sont ventilées simultanément, un piège à cales parce qu'on a des cales qui sont produites et on veut éviter d'abîmer le motoventilateur ou de créer de l'abîmer, oui, qui pourrait créer des déformations et après des risques d'étincelles qui pourraient générer un incendie ou une explosion.
On a un deuxième réseau avec, par contre, là, des machines qui sont raccordées par l'intermédiaire de registres qui sont asservis au fonctionnement de la machine. Et on est sur un réseau à débit compensé, ça veut dire qu'en fait, on a un registre ici qui est asservi à une mesure de pression dans le collecteur principal qui a pour but de maintenir une vitesse constante dans le collecteur principal. Donc on a là, ici, là aussi plutôt un piège à cale. Et vous voyez qu'on a deux petits points violets ici qui sont des clapets en tire-tour qui sont là pour éviter, en cas d'explosion, que le front de flamme revienne vers l'atelier. Donc, ils ont pour but d'isoler le dépoussiéreur, de la même façon qu'en partie inférieure du dépoussiéreur, il y a un autre dispositif de sécurité qui est une écluse rotative qui permet de faire barrage à la flamme. Donc, s'il y a une explosion dans le dépoussiéreur, l'explosion va être libérée par des évents, mais l'explosion ne va pas aller ni dans la benne à texte qui pourrait conduire à une autre explosion, ni vers l'atelier où pourrait provoquer des dommages corporels. Donc voilà, ce schéma a pour but de, d'un coup d'œil ou très rapidement, de bien comprendre le fonctionnement de l'installation et ça permet, on va dire, à tout à chacun de bien ensuite comprendre les plans détaillés. Alors, un exemple de plan détaillé, alors là, c'est une partie d'un plan détaillé de l'installation. On va voir les éléments constituant l'installation, comme on l'a vu sur le schéma précédent, mais là, pour le coup, on a bien un plan de masse qui montre bien l'emplacement des différents éléments et on voit ici les diamètres de conduit, les points de mesure. Là, on a les points de mesure sont repérés et le fournisseur a même indiqué les valeurs de référence, donc les valeurs de vitesse, de pression, de débit au point de mesure à la mise en service. Donc là, on a un plan détaillé qui permet, on va dire, d'avoir une information très, très précise des choses à la mise en service et de l'implantation des machines, y compris les diamètres de conduit et l'implantation des machines. Donc c'est quelque chose qui est important, mais qui vient en complément du schéma simplifié que j'ai présenté à l'instant. Donc là, on a une autre vue d'un plan d'installation. Là, on était sur un plan de masse tout à l'heure. Là, on est sur une vue de face où on va voir également on va voir les mêmes constituants, mais vus sous un autre angle. Donc, ça permet en fait, avec ces deux vues, de repérer l'ensemble des constituants de l'installation. Alors là, vous avez on est dans un autre secteur d'activité. Là, on est dans l'agroalimentaire, sur des postes de pesée. De la même façon, on a les postes de pesée qui sont repérés. On voit les diamètres de conduit, il y a les débits d'air qui sont annoncés. On pourrait voir apparaître également les vitesses de captage au point d'émission, qui doivent être mesurées à la mise en service. On a les diamètres de conduit, on voit l'emplacement du dépoussiéreur. Voilà. Donc, voilà ce qu'il est nécessaire d'avoir dans une installation pour pouvoir, on va dire, bien la comprendre et être capable de repérer où sont les points de mesure. Ensuite, on va avoir un tableau, parce qu'en fait, le plan, il est intéressant, mais le plan, c'est compliqué, c'est quelque chose qui est pas facile à manipuler. Et l'intérêt d'avoir un tableau avec les valeurs de référence, ça permet de bien spécifier dans quelle mesure on a fait les mesures à la mise en service. Donc, on voit ici qu'on a une installation, là, c'est le cas d'une menuiserie, mais ça pourrait être d'autres polluants. On a identifié les machines A, B, D, E, F en fonctionnement simultané. Donc ça, c'est une condition de fonctionnement qui a été proposée, voilà, qui a été demandée par le chef d'établissement, qui a dit, voilà, j'ai 5 opérateurs qui sont amenés à travailler dans l'atelier et qui sont susceptibles de travailler simultanément. Donc on veut avoir 5 machines, ces 5 machines-là, et une autre configuration qui est aussi réaliste, c'est celle-ci. Donc du coup, comme ces deux conditions de fonctionnement sont assez classiques et utilisées, la réception se fait en mesurant les performances de l'aspiration aux emplacements repérés, 2 pour la machine A, 3 pour la machine B et ainsi de suite. Donc dans cette condition-là et dans cette condition-là. Donc on a les repères sur le plan, on sait de quelle machine il s'agit, puisque la machine A, elle est identifiée dans un autre tableau. Machine A, par exemple, c'est une tenonneuse, je dis n'importe quoi. Et donc, on est capable comme ça de savoir de quelle machine il s'agit, où est-ce qu'est l'emplacement de la mesure. Et on a également une mesure dans le collecteur principal. Donc, on va mesurer une pression statique. Donc, les mesures se font
sur un réseau de captage de poussière de bois. Les mesures se font avec un tube de pitot raccordé à un manomètre. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la métrologie parce que ce n'est pas l'objet de l'intervention, mais en fait, c'est un appareil de mesure qui est simple et puis qui peut être mis dans un environnement poussiéreux sans se dégrader. Donc, en conduit, conduit du réseau, il n'y a pas de souci. Il faut un manomètre, on va dire, adapté aux mesures de pression et on va mesurer des pressions statiques, donc qui est la pression, on va dire, de l'air dans le conduit, et la pression dynamique qui est liée à la vitesse, qui est directement proportionnelle au carré de la vitesse de l'air. Donc à partir de ces deux mesures de pression, on va être capable de déterminer une vitesse. Et connaissant le diamètre du conduit au point de mesure, on va être capable de déterminer un débit. Donc le débit Q ici, donc pour chaque machine et dans le collecteur principal. Ensuite, on a fait les mesures à une certaine pression atmosphérique et à une certaine température. Si on veut ramener, pour pouvoir comparer le débit, alors que les conditions atmosphériques vont changer, parce que si on faisait les mesures à une température de 23 degrés au lieu de 13, on aurait, on va dire, des résultats différents. Donc, pour les ramener en conditions standards, donc 1013 hectopascales et 21 degrés, on a une formule de calcul qui nous donne un débit dans des conditions standard. Donc l'intérêt, donc la mesure qui est vraiment intéressante, la valeur à retenir, c'est vraiment celle-là. Et ici, en partie basse du tableau, on voit apparaître la perte de charge du filtre, donc 753 pascal. Bon, c'est un exemple qui est une donnée aussi qui est importante. Ensuite, on va avoir, donc là, les valeurs de référence, c'est à la mise en service ou lors de toute modification. Et ensuite, on va avoir les résultats du contrôle annuel, donc le contrôle périodique. Et là, on ne va pas faire les mesures dans deux configurations, on peut les faire dans une seule. Mais ce qui est important, en tout cas, c'est de la faire toujours dans les mêmes conditions. Idéalement, de la faire dans les mêmes conditions de température et de pression atmosphérique, ça permet ça simplifie les choses, mais on peut toujours faire le calcul pour les ramener en conditions standards. Donc là, on voit apparaître ici les mesures, les résultats de mesure lors de la réception de l'installation, donc les valeurs de référence. On a noté ici dans le tableau les valeurs minimales à satisfaire. On a regardé la pression dynamique et on a les contrôles annuels qui sont faits. Donc le 3 septembre 2018, donc on note bien la date. Idéalement, on devrait noter également les conditions de température et de pression atmosphérique pour vérifier qu'on est dans les mêmes conditions et on peut comparer comme ça des pressions. On peut comparer les pressions statiques et les pressions dynamiques. Et si on n'est pas dans les mêmes conditions, eh ben, on sera obligé de recalculer, à partir de ces mesures de pression statique et dynamique, de recalculer le débit et de comparer au débit ramené aux conditions standards. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir comparer d'une année sur l'autre les résultats et de voir si la dérive est acceptable ou à un moment donné pose problème, et auquel cas il faudra lancer une procédure de maintenance plus poussée. De la même façon, on a ici la perte de charge du filtre qui est mesurée chaque année, qui peut être mesurée beaucoup plus fréquemment que chaque année, mais au moins le faire, là c'est noté une fois par an. Alors, sur le suivi périodique, parce qu'on a parlé des valeurs de référence qui devaient être mesurées, des valeurs du contrôle périodique annuel, mais le fabricant de l'installation, le fournisseur de l'installation, va définir, lui, des points de contrôle sur différents organes et va définir une périodicité. Et donc, il est important, et c'est demandé réglementairement, de tracer dans le temps. Donc là, on voit apparaître, vous ne le voyez pas parce que c'est écrit en petit, mais on a ici la date, donc la date des contrôles. Et ici, le contrôleur note ses initiales. Donc, on est capable de dire voilà, que telle opération, la périodicité, c'est une fois par mois, telle autre opération, c'est une fois tous les 6 mois ou une fois tous les ans. Et ben, voilà, donc l'opérateur va pouvoir dire bah voilà, on va assurer la traçabilité que le contrôle a bien été fait avec la bonne périodicité. Donc voilà, ça c'est un élément qui est important aussi. Ensuite, on va s'intéresser à qui peut réaliser les mesures. Donc, classiquement, on fait appel à un organisme de contrôle parce que l'entreprise n'a pas la compétence pour faire elle-même ce contrôle. Ensuite, une entreprise qui a, on va dire, une installation de taille importante ou qui dispose des compétences en interne, va pouvoir désigner une personne. Le chef d'établissement va pouvoir désigner une personne pour le faire. Et puis,
au cas où ce contrôle est demandé par l'inspection du travail. Dans ce cas-là, il faut que ce soit un organisme agréé qui fasse ces mesures. Donc, on a les 3 cas de figure. Alors, pour conclure, on a 2 cas de figure. On a la situation où on est dans le cas d'une installation nouvelle, l'installation neuve. Donc, on va demander au fournisseur la fourniture de l'ensemble des éléments que l'on a vus tout à l'heure, hein, les schémas, le plan, les notices, les consignes à prendre en cas de panne et ainsi de suite. Voilà, l'ensemble des éléments pour constituer le dossier d'installation. On va lui demander de faire des mesures, des valeurs de référence, donc à la mise en service. On va conseiller également l'entreprise de faire appel à un organisme de contrôle, si elle n'a pas les compétences en interne, de faire appel à un organisme de contrôle pour vérifier que les performances sont bien là. Parce que le fournisseur, il est un peu jugé parti. Il vend une installation, il a tout intérêt à ce que l'installation soit bonne, donc il peut peut-être donner une mesure qui n'est pas objectivement bonne. Ou la bonne en tout cas. Et donc, ça peut être intéressant de faire appel à un organisme extérieur. La CARSAT, les CARSAT le font aussi. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose qui est important, hein. Donc on a un dossier complet à la livraison de l'installation. Et dans le cas où on est sur une installation qui est déjà existante et qui ne dispose pas d'un dossier d'installation, ou un dossier d'installation qui n'a pas été réactualisé au fil du temps, ce qui est souvent le cas, et ben, ce qui est important, c'est de commencer par faire un examen visuel. Déjà, on en apprend beaucoup. Si on se déplace dans l'atelier et que l'on voit, par exemple, dans le cas d'une menuiserie, et qu'on voit des poussières au pied des machines, c'est déjà c'est un élément, on va dire, probant d'un manque d'efficacité du dispositif de captage ou d'un manque de ventilation donc de débit d'aspiration sur cette machine, ou de conduits qui sont mal raccordés ou percés, ou voilà, que sais-je, ou d'une défaillance totale de l'installation. Donc, il est important de faire un examen par une entreprise, on va dire, qui a une compétence, mais déjà, l'entreprise elle-même peut déjà faire beaucoup d'observations, mais il est important à un moment donné d'aller un peu plus loin dans l'audit, hein, et de faire un examen par un ou plusieurs fournisseurs. Plusieurs fournisseurs permettra de voir si comment dire, les remarques, les observations convergent ou non. Et une fois qu'on a pu identifier que l'installation devait être revue, réactualisée, remise en conformité, il faut à nouveau que l'entreprise définisse son besoin actuel, et peut-être prévoir aussi son besoin ultérieur, qu'elle fasse mettre en conformité l'installation sur la base d'un cahier des charges bien précis. Et ensuite, les mesures des valeurs de référence, donc une fois que l'installation est modifiée, sont à réaliser. Le dossier d'installation doit être constitué, et on va rouler ensuite avec les contrôles périodiques et les opérations de maintenance. Donc, ça c'est important. Il faut vraiment que le dossier d'installation vive soit un document vivant dans lequel on va noter les opérations qui ont été réalisées, les opérations d'entretien, les opérations de maintenance, les contrôles annuels, visuels, les mesures, les mesures, les valeurs, les mesures aéroliques périodiques qui sont réalisées. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, il est important de réactualiser ce dossier avec de nouvelles valeurs de référence lorsqu'il y a une modification de l'installation, quelle qu'elle soit, ou une modification de son réglage. Donc voilà, j'en ai terminé sur cette présentation. Alors, vous avez des documents édités par l'INRS qui traitent de ce sujet de manière bien plus détaillée. Donc, l'ED 6008 qui est téléchargeable, hein. Ces documents sont téléchargeables sur le site de l'INRS. Donc, l'ED 6008, un aide-mémoire juridique qui n'est peut-être pas tout à fait, qui est un petit peu ardu, mais en tout cas qui est quand même assez complet, et un document plus synthétique qui explique bien comment on va réceptionner une installation de ventilation et contrôler ses performances au fil du temps. L'heure est à présent venue aux questions-réponses. On va essayer de vous apporter les réponses aux questions que vous avez posées dans le chat.
Alors, merci Guy. Donc, ce que je propose maintenant, c'est sur la base des questions qui ont pu être posées dans le chat, de solliciter Guy pour qu'il nous apporte un éclairage sur vos sollicitations. Donc, la première, c'est celle de Sandrine, donc qui nous demande, dans le cas où le dossier technique n'existerait pas, à qui peut-on confier sa réalisation? Alors, l'idéal, c'est que ce dossier soit constitué par l'entreprise elle-même. C'est un peu comme le document le document unique, hein, d'évaluation des risques professionnels. S'il est constitué par un tiers, il y a peu de chances que l'entreprise se l'approprie et le fasse vivre. Donc, l'idéal, c'est que le dossier technique soit constitué par l'entreprise en se faisant aider par l'installateur de façon à ce que ce dossier, on va dire, soit le plus concret possible aussi, parce qu'en fait, il y a quand même, il faut quand même des compétences, un peu de compétences techniques pour le faire. Donc, il est vraiment important que une personne de l'entreprise s'y attelle et quitte à se faire aider. Mais voilà, ça peut être, on va dire, un installateur, ça peut être un organisme, ça pourrait peut-être être un organisme de contrôle. Je ne sais pas si les organismes de contrôle le font, mais ça pourrait éventuellement aussi être un organisme de contrôle si c'est dans leur prestation. Éventuellement un bureau d'études, oui, tout à fait. D'Emeric, le installation est obligatoire. Cependant, cela fait partie de la livraison, ou bien est-ce que c'est un contrat spécifique qui est proposé par le fournisseur? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus cette obligation de suivi périodique? Alors, certains fournisseurs, effectivement, proposent des contrats de maintenance et intègrent à ce contrat de maintenance un suivi périodique, donc la mesure annuelle des performances. Donc, effectivement, c'est quelque chose voilà, ce contrat peut être inclus dans la fourniture du prestataire, de l'installateur. Alors, la question complémentaire d'Emeric, c'est est-ce qu'en tant qu'installateur, il est possible de réaliser ce suivi périodique des installations? Oui, tout à fait, oui. Ça peut être dans le contrat de maintenance. Alors, est-ce que le DRPCE rentre dans le dossier technique ou est-ce quelque chose de distinct? Alors, DRPCE, hein, c'est dossier relatif à la prévention de la prévention du risque d'explosion. Voilà, donc c'est bien la question de Tristan. Est-ce que ce fameux dossier d'évaluation des risques d'explosion est quelque chose qui est différent de ce dossier technique de l'installation de ventilation? Ou comment s'articulent ces deux éléments? Alors, je ne connais pas ce dossier dans le détail, donc je n'aurai pas de réponse précise à apporter à cette question, en tout cas à Alors, l'instant. Euh, à ma connaissance, ce sont deux dossiers totalement différents. Après, le lien entre les deux est assez évident dans la mesure où l'installation de dépoussiérage peut traiter des poussières explosives. Donc, le lien entre ces deux éléments est clair. Mais je pense, moi, à ma connaissance, ce sont Alors, deux je peux dossiers compléter la différents. réponse dans la mesure où effectivement, ce sont bien deux dossiers différents et la maîtrise de son dossier technique est justement contributif à la complétude de ce fameux dossier de maîtrise des risques d'explosion dans l'entreprise. Donc là, les deux sont bien liés, mais sont bien distincts pour le coup. Et l'idée, c'est d'avoir une cohérence, bien sûr, entre les deux. Du coup, Yannick nous pose la question suivante. Alors, je suis la tarification. Ah voilà, ça y est, je comprends la question. La tarification concernant les mesures de débit est très élevée. Peut-on faire ces mesures tous les 3 ans? Donc, la tarification, c'est les coûts liés aux mesures de débit. Voilà, c'est bien. Tiens. Le contrôle annuel. Donc, Le contrôle annuel voilà. Donc, doit être fait en tous les ans. l'occurrence, il y a un texte qui est quand même précis sur le sujet. Donc, les mesures doivent être faites tous les ans. Après, là, ça revient à la question qui était posée tout à l'heure de qui peut le faire. Et effectivement, là, il y a de nombreuses possibilités qui s'ouvrent. Par contre, pour réduire le coût, le nombre de points de mesure peut ne pas être aussi important que le nombre de points de mesure qui sont faits à la mise en service. En fait, le dossier
le dossier des valeurs de référence va contenir, on va dire, un ensemble de mesures sur quasiment toutes les branches du réseau, idéalement, mais sur toutes les branches du réseau. Le contrôle périodique peut se faire sur quelques points dans des conditions spécifiées. Donc, le nombre de points de mesure peut être limité pour réduire le coût de la prestation. Donc, il vaut mieux limiter le nombre de points de mesure euh, et le faire tous les ans que de vouloir faire un contrôle tous les 3 ans, par exemple, complet de l'installation. Très bien, merci Guy. Une question de Sandrine. Est-ce que les mesures d'exposition individuelles faites au niveau des opérateurs en situation de travail peuvent compléter le dossier d'installation? Alors, il s'agit d'une autre contrainte réglementaire, hein, si j'ose employer ce terme. Donc, en fait, les mesures périodiques de, comment dire, des performances aéroliques sont une condition nécessaire à la maîtrise de l'exposition des salariés aux polluants, mais en complément, comme en fait en complément, il est nécessaire de faire des mesures d'exposition par des prélèvements individuels pour pouvoir identifier éventuellement d'autres sources d'exposition ou pour montrer que malgré le fait que la performance de l'installation est satisfaisante, malgré cela, on peut avoir une exposition qui pose problème. Et dans ce cas-là, il faudra aller chercher, il faudra voir plus loin, c'est-à-dire en fait voir comment on peut améliorer le dispositif de captage pour traiter un point particulier sur un poste de travail, un ou plusieurs postes de travail. Donc la mesure aérolique et la mesure atmosphérique sont vraiment complémentaires. Et voilà, il faut réaliser il faut avoir les deux approches. On commence par les mesures aéroliques. Si elles ne sont pas bonnes, ben, on applique les actions correctrices de façon à remettre en conformité l'installation de ventilation. Et une fois que l'installation de ventilation est satisfaisante, on va pouvoir faire les mesures d'exposition pour voir si l'objectif final est bien atteint, c'est-à-dire un assainissement Alors, je vais correct des juste postes te de travail. compléter les propos de Guy. Clairement, le premier point à vérifier, c'est bien l'aspect aérolique. Il ne sert à rien d'aller faire des mesures d'exposition si l'installation ne capte pas correctement. Donc, la première action à mettre en œuvre, c'est bien le suivi de l'installation, sa maintenance. La valeur d'exposition individuelle, elle n'a de sens que si l'installation est dans un bon état. Il vaut mieux mettre votre énergie dans le suivi de votre installation aérolique que plutôt que de faire des mesures sur des salariés qui vont démontrer éventuellement que les résultats ne sont pas bons, sans que vous ayez par ailleurs, au regard de ces résultats, des actions techniques précises à mettre en œuvre. Voilà, donc c'est cet éclairage que je voulais vous apporter en complément. Clairement, donc les VLEP ne sont pas à intégrer dans le dossier technique, mais ça rentre quand même dans l'ensemble des documents qui peuvent être utiles pour gérer le risque d'exposition plus globalement, pour vous présenter votre dossier d'évaluation du risque chimique et des résultats. Voilà. Alors, il est aussi évoqué par Tristan qu'en fonction des mesures des VLEP, nécessité de faire 2 campagnes de mesures complémentaires dans les 12 mois, en augmentant encore les coûts. Ça rejoint un peu ce que je venais de dire tout à l'heure, c'est que vraiment la première chose à mettre en œuvre, c'est vraiment déjà la maîtrise de votre installation de ventilation, et si entre les deux, les mesures complémentaires ne sont pas correctes, ben, ça n'est pas tant de refaire d'autres mesures qui sera important, mais plutôt d'agir sur votre installation de ventilation pour la remettre à un niveau qui vous permet de protéger correctement vos salariés. Alors, je n'ai pas d'autres questions, mais ceci dit, nous restons quand même présents auprès de vous. Et si une dernière question arrivait, on pourrait y répondre. N'hésitez pas à les poser sur le chat. Nous sommes là d'abord pour vous, hein. Donc, je vais attendre quelques minutes. Ce que l'on... Donc, je ne vois une nouvelle question. Merci beaucoup. Alors, dans un DOE, vous voudrez bien m'excuser, le DOE, je ne vois pas ce que c'est. L'intégration des plans de fabrication TQC sont-ils obligatoires? Alors, je suis désolé, je ne comprends pas complètement vos abréviations, donc bah, merci de les préciser, parce que je risquerais de mal les interpréter.
Alors, avant de répondre à la question d'Émeric, donc Fabien pose la question, quel est le moyen de connaître le besoin en débit d'aspiration des machines? Donc Guy, si tu peux apporter un éclairage sur ce point. Donc, Le besoin en débit d'aspiration des machines, en fait, il existe des normes. euh, le moyen de connaître le besoin en débit d'aspiration. Oui, il existe effectivement des normes relatives aux machines, hein, des normes de type C, qui permettent de connaître pour certaines machines, ce n'est pas le cas pour toutes, le débit qui est prévu. Ensuite, il y a aujourd'hui une autre façon de faire les choses, c'est qu'en fait, le fabricant de la machine doit, si on est je vais prendre le cas de la menuiserie, on sait qu'il faut une vitesse de transport comprise entre 20 et 20 mètres par seconde pour capter la machine. Le fabricant doit concevoir sa machine pour qu'elle puisse assainir le poste de travail, donc permettre à l'opérateur de ne pas être exposé de manière significative aux poussières de bois. Et dans ce cas, il doit concevoir les dispositifs de captage et adapter le diamètre des piquages sur lesquels on va raccorder le réseau d'aspiration à la machine. Donc, il doit adapter le diamètre pour qu'avec une vitesse de 20 et 25, entre 20 et une vitesse comprise entre 20 et 25 mètres par seconde, on ait, on va dire, le débit suffisant, l'aspiration suffisante pour capter au poste de travail. Donc, du coup, le débit nécessaire, ça va être, on va dire, la section des conduits multipliée par la vitesse de transport. Est-ce que j'ai répondu à la question? alors, du coup, alors pour revenir à la question d'Émeric, hein, donc ce qui était évoqué, c'était le dossier d'ouvrage exécuté. Est-ce que le dossier d'ouvrage exécuté devient le dossier d'installation? Donc en l'occurrence, l'ensemble des plans fournis lors de la livraison de l'installation. Est-ce que c'est suffisant pour constituer le dossier d'installation? Bah, à mon sens, ce n'est pas suffisant. En fait, les aspects maintenance, les schémas électriques, les aspects maintenance et les valeurs de référence sont nécessaires et elles sont a priori pas dans le Voilà. TQC. Mais bon, Très bien. Donc, du coup, merci pour cette déclaration sur le dossier d'ouvrages exécutés. Donc, concrètement, effectivement, un schéma tel que ça a été présenté dans le webinaire, il y a des éléments qui sont à la fois des éléments de schéma, des éléments de mesure, qui ne sont pas, qui constituent des éléments complémentaires à apporter aux plans qui peuvent être fournis lors de l'exécution des installations. Voilà. Ah, y a, y a-t-il d'autres questions? Donc, nous pouvons encore rester une minute ou deux si vous avez quelques questions à poser. Ce que je vous propose, c'est que nous vous lancions dès à présent le sondage de satisfaction. Et par ailleurs, nous vous proposons aussi de noter dans le chat des futurs webinaires éventuellement ou des informations que nous pourrions mettre en œuvre pour répondre collectivement à des questions que vous pourriez nous poser là aujourd'hui. Alors, simplement, on vous rappelle aussi que vous avez un préventeur qui est en charge du suivi de vos établissements, hein. Il est bien sûr à votre écoute et il est là aussi pour répondre aux questions spécifiques que vous vous posez par rapport à votre établissement, hein, mais aussi pour vous accompagner clairement sur vos projets, plus globalement, projets de prévention des risques professionnels. Voilà, donc je vais vous laisser répondre au sondage, peut-être compléter le chat pour nous apporter quelques idées sur des thématiques que vous souhaiteriez que l'on aborde un peu sous la même forme qu'aujourd'hui pour traiter des problèmes d'exposition aux risques chimiques, de problèmes d'installation ou voilà, plus largement, tout ce qui peut vous motiver. Et l'idée, c'est de répondre à vos besoins, quand même dans cette période un peu particulière hein, où on est tous à distance, mais dans lesquels l'un des moyens de rester en lien, c'est peut-être aussi d'utiliser ces nouveaux outils auxquels finalement on est tous en train de s'adapter, en train de s'habituer. Voilà. Alors j'ai bien noté un webinaire sur les Normatex. Donc c'était un peu attendu. Merci, merci de nous le confirmer.
un sujet très intéressant sur lequel les réponses sont, on va dire, ne sont pas toujours très simples à apporter. Au sein du réseau prévention, c'est un sujet, on va dire, sur lequel on doit encore travailler, hein, et très clairement, on doit encore travailler pour avoir une position totalement harmonisée. Bon, après, le sujet, effectivement, je pense que c'est intéressant, effectivement, qu'on puisse faire un webinaire sur ce sujet. Très bien, ben, nous vous remercions donc beaucoup pour votre participation. Il y a peut-être une dernière question, donc n'hésitez pas à compléter hein, le chat, hein, quand bien même le webinaire sera terminé, vous pouvez toujours compléter les informations. Donc il y a effectivement un intérêt pour la TEX. Donc nous notons bien sûr vos commentaires et vos remarques. En tout cas, on vous remercie beaucoup. On remercie Guy également pour sa présentation. Et on souhaite on souhaite vous revoir dans un futur webinaire qu'on sera amené à organiser. Donc on vous souhaite également une bonne journée et à bientôt. Merci. Au revoir.